Annie, merci d'avoir accepté l'entrevue aujourd'hui, de nous partager tes connaissances. Je suis contente, Joanie, de m'avoir invitée. Pour commencer, la première question, j'aimerais que tu m'expliques en quoi l'approche de la santé chez les Premières Nations est-elle considérée comme une approche holistique? Ben, par expérience, pourquoi expliquer en quoi l'approche de la santé chez les Premières Nations, excuse-moi, j'ai relis la question, est considérée comme une approche holistique. En fait, l'approche que je peux observer là, dans le cadre des soins qu'on donne, entre autres dans les communautés autochtones, ce que j'ai pratiqué, on considère toujours l'humain dans son ensemble. Que c'est dans le fond les différents aspects, tant au niveau physique, quand on parle du corps, l'intellectuel, l'esprit, l'émotionnel, l'affect au niveau du cœur, puis même au niveau spirituel, l'âme, l'état d'âme de la personne. Ben, nous, dans notre approche, tout ça a une partie égale. Tout ça est important, fait que c'est considéré, dans le fond, dans l'évaluation qu'on en fait auprès de notre clientèle. Je dirais que c'est une approche qui est déjà à la base préconisée par les Premières Nations, fait qu'on ne fait que reproduire ce qui a toujours existé. Puis on ne peut pas s'empêcher non plus de penser que le fait que tout ça est interrelié, fait qu'on peut pas se permettre de travailler en silo là-dessus, comme on disait tantôt, l'humain est un tout. Fait que c'est pour ça que je pense que l'approche qu'on préconise, nous, les Premières Nations, est beaucoup en lien avec l'approche holistique. Puis, c'est quoi la place de cette approche holistique-là de la santé chez les Autochtones dans un monde moderne comme aujourd'hui? Ben, c'est quoi la place dans un contexte actuel, mais si on prend en considération toutes les historiques des Premières Nations aussi, je pense qu'on a une volonté de vouloir se réapproprier, entre autres, justement, les savoir-faire, les valeurs, tout ce qui était pratiqué par nos ancêtres, nos grands-parents. Puis cette façon de faire-là, mais c'était ça, comme je disais un peu tantôt, c'est comme en nous, là, cette approche holistique de considérer. Là, je parle de l'humain dans son... Tantôt, on a parlé des 4 sphères, physique, intellectuelle, émotionnelle, spirituelle, mais l'humain dans son environnement. Nous, la Terre ne nous appartient pas, mais on appartient à la Terre. Fait que c'est important de prendre en considération l'environnement dans lequel on vit. Qu'est-ce qui nous entoure, les animaux, c'est notre frigo, c'est ce qui nous permet de manger. Tout ce que nos ancêtres utilisaient, nos grands-parents en territoire, entre autres, la médecine traditionnelle, c'est ce qui nous guérissait. Fait que, quelle place a, comment tu as dit ça, la vision holistique? Mais tu sais, je pense qu'aujourd'hui, elle a sa place. Puis elle a encore plus d'importance parce que justement, on a décidé de se réapproprier puis d'oser faire tomber toutes ces barrières-là qu'on nous a mis finalement dans notre chemin. C'est super intéressant. Hey, Mélanie, regarde, juste ta petite couette ici, là, tes cheveux. Ouais, comme ça. C'est qu'elle a ma couette? À cause, quand tu parlais, elle levait, puis là, on regardait juste ça. Mais c'est correct, comme ça. Tu vas-tu couper? Non, mais c'était correct, c'est juste, on l'enlève un moment donné. OK. C'est correct, ma couette? Oui, t'as une belle couette. Ça va attirer les déficits d'attention. Mais c'est subtil, mais je vais y dire quand même. C'est correct. Pour la troisième question, peux-tu me donner un exemple qui démontre que la roue de la médecine est utilisée encore aujourd'hui chez les Premières Nations? Tu es en train de relire mes notes, excuse-moi. Pouvez-vous me donner un exemple qui démontre que la roue de la médecine est utilisée encore aujourd'hui? Oui, j'ai eu un petit peu de misère avec cette question-là parce que j'avoue peut-être pas être habituée au terme de roue de médecine, mais tu sais, si on se fie au cercle, à quoi qu'est-ce que ça représente en soi. Un exemple que je pourrais donner, mon Dieu, c'est quoi? Je m'étais notée, excuse-moi. Mais que toi, tu utilises moins roue de médecine, tu utilises plus cercle de médecine ou juste cercle, la notion symbolique du cercle en... Mais tu sais, toi, explique-moi, par exemple, on entend quoi par roue de la médecine? Ben moi, je pense à... Tu
Tu sais, le cercle, justement, qui est les aspects de la santé spirituelle, la santé émotionnelle, la santé mentale, la santé physique, qu'on voit à travers le cercle. Puis le cercle, exemple, qui est comme enveloppé par la culture. Donc ça, moi, je voyais ça comme l'aspect holistique de la santé, comme tu l'as expliqué tantôt. Mm-hmm. Je voyais ça comme ce que tu expliqué comme santé holistique, c'était ce qu'on voyait dans la roue de médecine chez les premiers peuples. C'était les 4 aspects de la santé chez l'individu. Mais tu sais, quel exemple qui... C'est pas comme... En tout cas, je vais le dire comme je le pense. Hein. Mais tu sais, si on regarde, entre autres, dans les programmes les programmes qu'on a en santé communautaire, en communauté, tu sais, nos enseignements, l'éducation qu'on va donner, entre autres, aux parents, va être beaucoup plus en fonction de la réalité, mais de la culture, l'identité culturelle des Pépagonides, Samishté-Ouyas. On va ajuster nos enseignements en fonction de leurs valeurs, en fonction de leur contexte. Exemple, tu sais, moi, j'ai toujours donné l'exemple, je me souviens des premières visites postnatales que je faisais. Ma mère venait d'accoucher. Je travaillais avec des Québécois. Puis, tu sais, la pensée était que quand on va à domicile, aller donner des enseignements, faire la visite postnatale, faire l'évaluation du fœtus, voir la mère comment elle va. On fait une vérification des lieux, puis oups, on va voir le lit du bébé. Puis là, le lit du bébé, à cette époque-là, quoique je commence à vieillir comme infirmière, on disait toujours qu'il fallait mettre 3 doigts entre les barreaux pour voir si le lit était conforme. Fait que ça, on vérifiait ça, mais là, oups, de temps en temps, dans les domiciles, on trouvait un berceau, là, qui est installé au-dessus du lit des parents. Puis là, oups, la réaction de certains collègues était, ben là, c'est pas sécuritaire. Qu'est-ce que ça fait, tu sais, dans ce... Le lit réglementaire, c'est un lit avec barreaux avec 3 doigts. Mais tu sais, il faut changer notre façon d'intervenir puis de prendre en considération l'historique des Premières Nations puis des pratiques qui existent encore. Les enfants ont toujours dormi dans les berceaux, dans les tentes. Et ça, c'est quelque chose qui s'est transmis de génération en génération. Fait que cette approche-là, il faut vraiment la changer, puis s'ouvrir à ça, puis adapter, ou du moins changer nos façons d'intervenir. Ce qui veut dire qu'on n'interdit pas, on s'ouvre à cette pratique-là, mais on peut donner des recommandations. Le berceau, on est conscient que l'enfant peut tomber, mais est-ce qu'on peut recommander aux parents d'être présents quand on met le bébé dans le berceau? Est-ce qu'on peut s'assurer de mettre un lit en dessous, d'être prêt pour qu'il chute puis qu'il se blesse? Au lieu de dire non, c'est pas une pratique courante puis c'est pas ce qu'on vous recommande. C'est un peu ça pour moi, tu sais, de dire on prend en considération la roue de la médecine, le cercle ou même les pratiques utilisées par les Premières Nations. Fait que c'est de prendre en considération tout ça. Il y a une fierté de faire ça. La maman qui l'a confectionné, qui l'a installé, il y a eu une transmission. De bercer l'enfant, ça a des effets bénéfiques aussi. Fait que, je pense qu'il faut prendre tout ça en considération quand on donne une conduite ou des conseils à notre clientèle. C'est un exemple. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question. Oui, mais ça donne un aspect, on fait comprendre un peu l'aspect holistique, justement, de prendre en considération la personne comme un tout, incluant ses traditions, incluant ses valeurs, incluant sa culture. Donc oui, ça répond quand même bien à l'idée de la roue de la médecine. Bien là, ça vient en tête un autre exemple. On en avait parlé justement avant qu'on fasse cette vidéo-là, parce que là, on sait qu'on parle de nutrition. J'avais eu un patient, entre autres, que justement, là, une de mes collègues croyait que le patient ne collaborait pas à son traitement. Donc là, elle faisait le transfert parce qu'elle quittait. Puis, elle me disait, bon, le patient, il ne collabore pas, il ne veut rien savoir de sa médication. OK, je pars avec ça. Rendez-vous cédulé, je vais rencontrer mon patient. Puis, finalement, dans ma collecte de données, dans la discussion, je me rends compte que cette personne-là, selon le guide alimentaire canadien, mais aussi en prenant en considération l'alimentation des Premières Nations, semble quand même bien manger. Je regarde ses glycémies capillaires, les résultats sont optimaux, mais il ne prend pas sa médication, OK. Regarde au niveau de l'activité physique, c'est une personne qui marche à tous les jours, quand même avec une bonne durée de 30 minutes à 1 heure. Fait qu'encore là, ça va bien.
Là, on tombe sur le sujet de la médication. Puis, avec toute honnêteté, franchise, non, je ne la prends pas. Puis, je ne veux rien savoir. OK. Mais quand on creuse la question, puis qu'on ose poser la question, puis qu'on considère les pratiques des Premières Nations, mais on se rend compte que finalement, ils utilisent la médecine traditionnelle. Puis, ce qu'il utilisait, c'était de la racine de bleuet. Fait que lui, ses marches à tous les jours, ou du moins, en tout cas, en période d'été, parce qu'il ne peut pas faire ça l'hiver. Mais tu sais, ça le maintient quand même actif. On atteint un objectif au niveau physique. Il prend une médication qui n'a peut-être pas des données scientifiques, mais semble donner des résultats. Mes glycémies sont optimales ou optimaux. Fait que, tu sais, ça, pour moi, c'est une approche qui est importante de considérer tout ça. Fait que, on va chercher plein d'objectifs avec lui, là. Autant dans l'identité culturelle, tu sais, on parle de l'émotionnel, de l'affectif, de l'identité au niveau spirituel. Tu sais, on a quand même des croyances puis des pratiques qui existent depuis longtemps. Il y a des connaissances qui ont été transmises de génération en génération. Puis au niveau physique, bien, on voit qu'il bouge, s'alimente bien quand même, puis utilise des plantes médicinales qui, je pense pas, sont néfastes pour sa santé. Fait, je pense que celui-là, là, il est peut-être un très bon exemple là, de la question qui est posée. Hein. Je t'entends plus. Mélanie, OK. Mélanie, t'es Inukjuat, puis dans ta culture respective, il y a la chasse, la pêche, la cueillette qui prennent une place importante. C'est quoi la relation spirituelle que les Pequawagamis entretiennent avec la nourriture? Bien, la relation spirituelle, entre autres, si on pense, puis là, je vais parler, comme tu viens de dire, Inukjuat ou en tant que Pequawagmichkwa, ici où j'habite. Les valeurs qui nous ont toujours été transmises par rapport aux animaux, entre autres, si on pense à la chasse, c'est pas simplement le geste d'appuyer sur une gâchette. C'est facile, c'est juste dire, puis c'est quand même un geste non négligeable, c'est grave, enlever la vie d'un être. Fait que, nous, on est sensibilisés au fait que cet animal-là qu'on chasse fait un sacrifice pour nos familles. Fait que déjà, en partant, nous, on a un grand respect pour ça. Puis, même au niveau de son environnement, je pense entre autres à ma belle famille qui eux, peut-être une des, en tout cas, j'en parle, là, c'est enregistré, mais une des familles qui sont proactifs et ont décidé d'avoir les contrats de foresterie autour du territoire à lequel il occupe pour justement respecter l'habitat, l'environnement, puis éviter éviter d'avoir des conséquences dans l'habitat des animaux. Fait que, ça fait partie des valeurs familiales, justement, de le respecter. Quand la chasse arrive, on remercie toujours l'animal de s'être sacrifié, fait qu'on utilise soit la sauge ou le tabac. Puis, par la suite, la famille est appelée à partager un festin, souligner justement tous les efforts des chasseurs, justement remercier l'animal du don, du sacrifice qu'il a fait pour nous. Fait que ta question, c'était quelle relation spirituelle? Mais tu sais, je pense que c'est ça, c'est toutes les valeurs qui viennent autour. On a beaucoup de respect, on est reconnaissant. Puis, on va utiliser le plus possible tout ce que l'animal nous offre. C'est comme, entre autres, l'exemple encore de l'orignal. Nous, on va récupérer les os pour faire les outils. Ces outils-là vont nous servir à gratter la peau. La peau, on va ça prend du temps à faire ça, mais on va la faire en famille pour qu'elle devienne du cuir d'orignal. On va confectionner des mocassins, des mitaines, des habits traditionnels des enfants, comme ma petite dernière. Pour la première fois dans mes 5 enfants, j'ai réussi à faire un habit pour la cérémonie des premiers pas. Fait que tout ce que l'animal nous offre, on va essayer de l'utiliser pour l'honorer puis le respecter aussi. Fait qu'il n'y a pas de gaspillage. Du moins, on essaie d'en éviter le plus possible. Mélanie, tu me parlais tout à l'heure un peu de la racine de bleuet. Dans le même sens, la nature et le territoire, c'est des aspects qui sont essentiels à la culture inuit. Puis à l'époque, les Premières Nations retrouvaient tout ce qu'ils avaient besoin pour se soigner à l'intérieur même de leur territoire. Donc, dis-moi,
C'est quoi la place des plantes médicinales chez les Premières Nations? Ça sonne? T'as une petite alarme? Oui, les plantes médicinales, on en a parlé un petit peu à travers les questions. C'est ça, c'est quelque chose que nous, les jeunes d'aujourd'hui, on désire se réapproprier. Malheureusement, avec les difficultés, les ruptures de liens intergénérationnels dues au pensionnat et tout l'historique, il y a des connaissances qui ne nous ont pas été transmises. Mais on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour se réapproprier ça, pour écrire ça, parce que nous, on est un peuple de tradition orale, donc c'est sûr que les écrits, c'était pas quelque chose qui était vraiment présent. Puis, ici, entre autres, à Machete-Ouiat, on a une forêt nourricière où est-ce que les gens ont participé justement à planter des arbres, des plantes qui, normalement, on se retrouve en forêt pour l'utiliser dans la communauté. On a fait l'installation aussi d'arbres fruitiers. On a réaménagé plusieurs lieux publics, comme la garderie, l'école, le gym. On a un site communautaire où est-ce qu'il y a des bleuets. On a du thé de labrador. On a de la sauge. On a toutes sortes de choses. C'est sûr qu'il faut prendre le temps de sensibiliser la population puis de les informer. Mais ce qui est triste en même temps, c'est que nos porteurs de savoir, qui sont souvent nos aînés, il y en a plusieurs qui nous ont quittés. Fait que, on a des grands défis, mais elle a vraiment une place importante. Puis on a actuellement un projet de recherche à Machete-Ouiat qui va nous permettre justement d'avoir noir sur blanc les données probantes des scientifiques des plantes médicinales utilisées par les Picogumilnuts. Puis sûrement par la suite voir des actions puis des ateliers pour informer la population puis les sensibiliser sur qu'est-ce qu'on peut utiliser. Puis, on veut aussi changer dans l'offre de soins, ça, arrêter d'avoir des barrières parce que tantôt, j'en parlais avec l'expérience d'infirmière qui donnait un faux constat d'un client qui est non collaborateur. C'est pas vrai, hein? Il a le droit de choisir la médecine. Fait qu'il faut changer cette pensée-là, accompagner aussi les professionnels dans cette démarche-là, parce que le code de déonto dit qu'il faut que ce soit des données probantes et scientifiques, mais on a le droit, on peut respecter le choix des clients. Ça ne veut pas dire de promouvoir, mais de l'accompagner dans le suivi. Fait que ça, on entend poursuivre nos démarches là-dedans, puis s'assurer que dans notre centre de santé, on puisse offrir aussi des soins culturels, dont la médecine traditionnelle, avec des porteurs de savoir. Fait que ça s'en vient. Puis, c'est ce que j'aime de notre peuple, c'est que malgré tout, on est, je ne veux pas dire délinquant, mais on fonce, puis on ose, ça va revenir. Fait qu'elle a une place super importante, les plantes médicinales. Puis une chose que je partage toujours comme personne, je trouve ça triste de marcher dans le bois, puis de marcher sur de la médecine sans savoir à quoi ça sert, puis qu'est-ce que je pourrais faire avec. Quand moi, j'y ai accès, je pourrais très bien la ramener chez moi, au lieu d'aller à la pharmacie, m'acheter des Tylenol, puis ci, puis ça. Je sais que tout ce qu'il faut dans le bois, je sais juste pas comment l'utiliser, puis quoi faire avec. Fait que si on se reparle dans 20 ans, j'espère savoir tout ça. Bien, je vous le souhaite, Mélanie. Puis pour conclure cette belle entrevue, as-tu des choses à rajouter ou à partager pour les étudiants du Collège d'éducation qui étudient en nutrition holistique? Bien, petite anecdote, puis je n'avais parlé avec Joanie aussi. Je dirais que, tu sais, oui, on a un code de... Je ne sais pas comment ça fonctionne dans l'Ouest, mais on a un code d'éthique, on a un code de déonto. Mais je pense qu'il faut oser, justement, s'ouvrir à tout ça, respecter le choix des Premières Nations, puis rien n'empêche un suivi. L'important, c'est d'aller voir est-ce que ça donne des résultats. Votre rôle, c'est d'informer des complications possibles, d'informer si ce que les gens font donne des bons résultats. Puis que si, pour X raisons, ça ne fonctionne pas, ben on les amène à faire un choix libre et éclairé. Puis de surtout prendre en considération leur histoire, leurs coutumes, leurs traditions. Parce que, petite anecdote, quand on a fait le jardin de jeunes pousses à la garderie à Machete-Ouiat, il y a une coucoune, qui veut dire grand-mère, est allée chercher son enfant, puis son petit enfant avait récolté de la salade. Il avait planté la salade, récolté sa salade, puis il était content de le remettre à sa coucoune. Fait que l'éducatrice donne ça à sa coucoune, puis la première chose qu'elle a faite, c'est de le jeter à la poubelle.
pour les gens, ça peut très mal paraître. L'enfant fait les efforts, pourquoi qu'elle jette la salade? Bon, mais une série de jugements embarque. Mais finalement, quand la personne a été questionnée, c'est que pour elle, cette année-là, cette cocoum, c'était du wapush ou yash. Puis wapush, c'est un lièvre, ou yash, c'est de la viande. C'est de la viande de lièvre. Fait que, dans l'histoire des Autochtones, il n'y en avait pas de salade. Fait que c'était pas parce que elle voulait pas, c'est parce que pour elle, c'était pas quelque chose qui se mangeait avec son petit enfant. Fait que faire attention des fois quand on décide de faire des ateliers de l'enseignement où on donne des conseils, de vraiment penser à s'ajuster en fonction de la réalité des gens. Fait que nous, on mange des bleuets, mais chez Théouillas, on mange des framboises. Fait qu'on n'ira peut-être pas parler de Chicoutée, qui est peut-être plus dans le nord, mais quoi qu'on peut le découvrir. Mais c'est de se coller à la réalité des gens. Qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment avoir au quotidien aussi, dépendamment de le contexte de la situation familiale aussi. Il y a plusieurs facteurs que je vais vous épargner, que vous connaissez. Fait que c'est peut-être ce que j'aurais envie de partager comme fin. Ben, Tinishkumten, Mélanie! Tinishkumten! Merci à vous autres!